On va tout de suite, je demande à Dominique donc, de démarrer tout de suite la deuxième table ronde. Quelle aide mobilisable? Les aides existantes dans les dispositifs légaux. On l'a vu à la fois dans l'enquête et on l'a vu très fortement pendant la présentation. Pas toujours facile de savoir quel soutien on peut avoir. Dominique, donc. Donc, comme on a vu grâce au baromètre, on voit la table ronde ici, donc c'est le sujet, c'est les aides qui sont mobilisables par les aidants. Et comme on a pu le voir, 85% des proches, en fait, n'ont pas connaissance de ces aides, soit parce qu'elles ont effectivement été proposées au décours de leur parcours, mais ils n'ont pas été en capacité de les entendre, soit parce qu'on ne les a simplement pas informés, parce qu'ils n'ont pas trouvé sur leur parcours quelqu'un qui avait peut-être lui-même l'information. Donc, l'autre complexité de cette situation, c'est aussi que finalement, les droits des aidants dépendent, et je parle sous votre contrôle à toutes, mais les droits des aidants dépendent également de la situation et de la reconnaissance soit du handicap, soit de la situation de dépendance de la personne aidée, en tout cas au niveau de tous les dispositifs d'aide juridique qui peuvent être proposés à l'aidant. Donc, aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est Morgane Hiron, vous êtes déléguée générale du collectif Je t'aide. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot, enfin nous donner votre avis concernant la stratégie, le bilan? Quel bilan faites-vous de la stratégie de mobilisation et de soutien Agir pour les aidants qui a été publié en 2019 maintenant? Tout à fait. Alors pour commencer, quelques mots de présentation sur le collectif Je t'aide. Donc comme son nom l'indique, c'est un collectif aujourd'hui de 27 structures qui a 3 objectifs principaux. Donc effectivement la défense des droits des aidants, on va en parler juste après. Rendre visibles les aidants, puisqu'aujourd'hui seulement 1 personne sur 2 en France connaît le mot aidant, et ça a été bien dit aussi dans le baromètre. Et puis un 3e objectif qui est de sensibiliser la société dans son ensemble pour accompagner le changement. Et c'est vrai que d'où l'importance de colloques comme celui aujourd'hui, et merci encore de l'avoir organisé, de rassembler un certain nombre d'acteurs, notamment pour faire dialoguer, faire travailler ensemble le corps médical, social, mais également les associations. Donc, avant de revenir quelques mots sur la stratégie de proche aidant, c'est vrai que cette stratégie, donc c'est la première politique publique entièrement dédiée aux aidants qui s'étalait sur la période 2020-2022. Avant, les aidants étaient pris en compte un peu dans les plans Alzheimer, un peu dans les plans cancer, un peu dans les plans handicap. Et donc finalement, c'est une véritable avancée que de se dire que pour une fois, pour la première fois, on a une stratégie déclinée sur plusieurs sujets entièrement dédiés aux aidants. Alors finalement, le bilan qu'on en tire par rapport aux aidants de proches cancer, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est finalement de se dire que finalement les aidants de personnes en situation, enfin atteintes d'un cancer, sont un peu les parents pauvres de cette stratégie, puisque ça reflète un peu effectivement ce que vous avez dit, un peu cette histoire de cases. Il y a des cases. Quand on est aidant de proches en situation de perte d'autonomie, on va rentrer dans la case des GIR, la grille GIR de perte d'autonomie. Quand on accompagne une personne en situation de handicap, ça va être le taux d'invalidité, effectivement, qui va être déterminé par la MDPH. Ça a été bien dit dans les témoignages tout à l'heure. La question des délais, on pourra en dire 2 mots. Mais effectivement, quand on accompagne une personne en situation de cancer, on ne va pas forcément y penser. Et ça a été très bien dit par Anoucha. Je n'avais même pas pensé au fait que cancer, handicap, ça pouvait finalement aller ensemble. Je ne pensais pas que je pouvais faire un dossier. Et donc, cette stratégie-là, de dire peut-être 3 points qui concernent en fait plus particulièrement les aidants de cancer. La première chose, c'est effectivement l'accès à l'information. Ça a été bien dit, 85% des personnes n'ont pas eu accès à l'information. Une des raisons, voilà, c'est déjà qu'ils ne savent peut-être pas qu'ils sont aidants, et je reviens sur ce chiffre, 1 personne sur 2 ne connaît pas le mot aidant. Donc il y a toute une partie de la stratégie qui veut aller vers plus de communication, des campagnes de sensibilisation massives, mais aussi l'information aux aidants. Donc sur ce point, on voit, ça sera après sur des initiatives telles que Ma Boussole Aidant. Là, oui, c'est juste un bug, merci. Donc on voit que la partie sensibilisation, information, c'est sur le papier, mais ça mérite encore, en tout cas, d'être accéléré.
Le deuxième point qui concerne particulièrement les aidants de proches cancer, c'est, on l'a dit, c'est le lien avec le corps médical. Là, l'échantillon présenté, finalement, la formation est beaucoup venue du corps médical, mais on sait que c'est quand même une vraie question, la formation des professionnels de santé, des professionnels du social, les professions de l'éducation nationale, et ça a été très bien dit par Amy, aujourd'hui, dans la formation initiale des professionnels de santé, de l'éducation nationale ou du corps social, il n'y a quasiment aucune formation sur c'est quoi pour l'accompagner. Donc ça a été mis dans la stratégie sous le thème de réflexe aidant des professionnels, mais nous on pense qu'il faut effectivement une véritable formation à l'étape initiale des formations de ces professionnels. Et puis un troisième et dernier point sur cette stratégie aidant, c'est le congé de proche aidant. Donc ça a été un peu évoqué dans le baromètre. Donc le congé de proche aidant permet à certains aidants en activité professionnelle de prendre un congé indemnisé à hauteur du SMIC d'une durée de 3 mois. C'est une véritable avancée parce que effectivement, quasiment 62% des aidants sont en activité professionnelle. Le problème, là encore, c'est que ce n'est pas du tout adapté aux aidants. Principales. La première, c'est que la spécificité des aidants cancer, c'est que ça va très vite au début. Ça a été dit, le choc de l'annonce, le tsunami, on n'a pas le temps de se demander si on a le droit à un congé, on y va, on prend ses congés personnels, on fait justement des aménagements d'horaire très rapidement parce qu'il y a l'urgence de la situation et de l'annonce. Or, ce congé de proche aidant, le temps de faire la demande, le temps que l'employeur l'accepte, le temps qu'on fasse la demande à la CAF pour être indemnisé, finalement, la temporalité, on voit bien que là, c'est quand même 2 temporalités différentes. Et le deuxième obstacle pour les aidants cancer sur ce congé, c'est que finalement, je l'ai dit, ça ne concerne pas tous les aidants. Ça concerne les aidants qui ont accompagné un proche qui est catégorisé dans cette fameuse grille GIR de perte d'autonomie 1, 2, 3. Aujourd'hui, ça a été élargi au niveau 4, ou d'un aidant, d'une personne atteinte d'un handicap à 80%. Et on le voit, effectivement, cette notion de case, il est parfois souvent difficile pour les aidants cancer effectivement, que leurs proches rentrent dans cette case. Voilà un peu effectivement le bilan qu'on tire de cette stratégie. Et pour conclure sur cette partie stratégie, on l'a dit, au moment du choc de l'annonce, c'est le tsunami, on n'entend pas tout. Et effectivement, d'où l'intérêt d'avoir des dispositifs tout au long du parcours des aidants, et aussi que ça vienne de différents professionnels. Ça ne peut pas reposer que sur le corps médical, que sur l'éducation nationale, que sur le personnel social. Il faut effectivement que l'ensemble des acteurs soient formés au repérage et à l'orientation des aidants. Alors je rebondis là sur ça pour donner la parole à Madame Ferlico, qui est directrice du CCAS de Versailles. Et je crois que vous avez une attention particulière dans ce CCAS par rapport aux aidants. Et donc, est-ce que vous pouvez nous en parler? Et puis nous dire également, est-ce que tous les CCAS ont les mêmes missions et mettent en place les mêmes actions? Bonjour à tous. Alors oui, je vais peut-être vous présenter rapidement ce que c'est qu'un CCAS. Donc voilà, un CCAS, donc c'est le Centre communal d'action sociale. Il y en a dans toutes les villes, alors obligatoirement toutes les villes de plus de 3500 habitants. Et vous avez encore des villes de moins de 3500 habitants qui ont des CCAS. Vous avez aussi des centres intercommunaux d'action sociale. Donc normalement, voilà, les personnes en se rapprochant de leur mairie vont avoir un guichet qui peut les accompagner dans leur démarche sociale. Donc un CCAS, c'est un établissement public, mais dont le maire est le président de droit et qui est composé d'un conseil d'administration dans lequel on retrouve à la fois des élus du conseil municipal et des représentants d'associations. Donc à Versailles, on a un CCAS. Versailles, c'est une ville de 85 000 habitants et on est 70 salariés agents publics au sein du CCAS de Versailles, avec la spécificité de gérer un foyer de vie pour adultes handicapés. Donc si on enlève, on va dire, les agents du foyer de vie, on est une quarantaine d'agents au sein du CCAS qui intervenons auprès des personnes âgées, des personnes handicapées et des personnes en situation de fragilité diverses. Voilà. Tous les CCAS n'ont pas la même manière d'agir. Hein. Donc là, moi, je vais vous présenter, on va dire, ce que fait le CCAS de Versailles. Mais voilà, chaque CCAS définit sa politique de manière autonome. Il y en a 2 obligations qu'on retrouve dans tous les CCAS, c'est de donner une adresse à des personnes qui ne peuvent pas en avoir. Donc c'est ce qu'on appelle la domiciliation.
et c'est de transmettre les dossiers d'aide sociale en hébergement personnes âgées et personnes handicapées au conseil départemental. Après, tout le reste, c'est du facultatif, c'est des orientations politiques. Alors, une des missions premières d'un CCS, que je disais, ça va être d'accueillir, d'informer et d'orienter. Puisque, en fait, on le remarque, hein, la ville, le CCS, c'est quand même un guichet auquel les personnes s'adressent beaucoup à leur maire en disant voilà, j'ai un problème, je voudrais que vous m'aidiez, à leur adjoint au maire délégué aux affaires sociales. Donc le rôle premier d'un CCS, c'est d'informer, d'orienter et d'écouter. Donc on a des équipes d'accueil qui sont formées pour l'écoute, formées pour l'accueil et qui ont des outils qui leur permettent d'orienter vers les plus à même de répondre aux besoins des personnes. Ça va pas ça va pas être forcément au CCS qu'on va traiter les réponses aux interrogations, mais en tout cas, on est là pour former, pour informer les personnes et les orienter. Au CCS de Versailles, on a la chance d'avoir une équipe de 10 travailleurs sociaux, dont 2 travailleurs sociaux qui sont spécifiquement dédiés aux personnes handicapées. Alors, elles vont aussi accompagner des personnes qui sont dans des démarches de reconnaissance du handicap, et donc on va accompagner des personnes qui peuvent avoir un cancer ou qui sont des aidants de personnes qui ont un cancer. Et en préparant cette intervention avec les 2 travailleurs sociaux, ce qu'on a constaté quand même, c'est que finalement, les aidants s'adressent peu au CCS. Voilà. Les personnes que l'on suit au CCS ont peu d'aidants. Et que ce soit des personnes âgées ou des personnes handicapées, finalement, quand il y a des aidants, et ben les aidants, c'est un peu ce qu'on voit dans le baromètre, et ben ils se débrouillent. Et ils ne vont pas s'adresser plus spécifiquement à leur CCS, peut-être aux services sociaux des hôpitaux, mais voilà. L'aidant, en fait, ce que je pense que les témoignages le disaient, hein, ils ne se sentent pas aidants. Et donc, finalement, quand ça s'installe dans la chronicité, ils vont plus s'adresser au CCS parce que ça y est, on est sur une reconnaissance handicap, etc. Mais au démarrage, finalement, voilà, ils ne vont pas s'adresser à nous. Bon, quand on a on a quand même des situations, là, le travail que l'on fait avec les 2 travailleurs sociaux, ça va être d'orienter vers les aides mobilisables. Hein. Donc, c'est vrai que la sécurité sociale développe quand même des aides pour des prises en charge de frais spécifiques, donc, ou d'aide ménagère. Donc là, on oriente pas mal vers, sur les dossiers de sécurité sociale, déclenchement des pensions d'invalidité. On travaille aussi beaucoup, alors à Versailles, hein, avec la Ligue contre le cancer, qui fait aussi des aides financières exceptionnelles, par exemple pour payer des perruques. Ou qui organise des ateliers pour les personnes malades, de sport, de rencontres avec des groupes de parole, etc. Donc on oriente, à la fois on accompagne sur les démarches et puis on oriente. Et puis on a aussi des permanences d'information juridique, donc on a une juriste qui peut aussi informer sur les droits. Deuxième point sur lequel on accompagne, c'est qu'on fait des services d'aide on fait des services qui permettent le maintien à domicile. On n'a pas un service d'aide à domicile avec des auxiliaires de vie, mais on fait du portage de repas. Et même si notre portage de repas est a priori réservé aux personnes âgées et aux personnes handicapées, ça nous arrive régulièrement de déclencher du portage de repas pour des gens qui sortent d'hôpital, qui sont très fatigués, qui ne rentrent pas dans les cases. Mais voilà, si on nous appelle la veille avant 11h, le lendemain matin, le portage de repas peut être fait au domicile de la personne pour le temps que la personne voudra. On sort un peu des cadres, mais on sait qu'il y a des situations qui nécessitent de devoir sortir des cadres et de donner un soutien. Et on a aussi un dispositif, je finis après, voilà, on a aussi un dispositif où on paye le premier mois d'intervention d'une travailleuse en intervention sociale et familiale. Les TISF, c'est des métiers qui ne sont pas très connus, mais qui accompagnent les familles dans l'organisation et la gestion de la vie quotidienne, notamment avec des enfants. Et les TISF, alors elles sont souvent mobilisées pour des sorties de maternité avec des familles nombreuses, notamment des grossesses gémellaires qui peuvent être, ou des triplés, voilà, qui peuvent être compliquées à gérer au quotidien pour les familles. Mais nous, ça nous arrive de solliciter des travailleuses en intervention sociale et familiale pour accompagner des mères de famille, notamment, qui sont jeunes et qui sont atteintes de cancer.
Et le CCS, souvent il y a un petit reste à charge pour les familles en fonction de leur quotient familial de la CAF. Et donc le CCS, on finance le premier mois d'intervention pour mettre un peu le pied à l'étrier et montrer aussi l'apport que peuvent avoir ces TISF dans la gestion du quotidien des familles. Alors, ce que vont me dire travailleurs sociaux, c'est que l'ITSF, ça finit à 18h, et donc ce n'est pas là, entre 18h et 20h, qui est le pire moment d'une vie familiale pour des jeunes enfants. Voilà. Mais en tout cas, ça peut quand même soulager, on va dire, l'organisation de la vie familiale. Et puis le dernier constat, mais qui reprend un peu ce qu'on s'est dit, c'est qu'en effet, les aides qu'on peut solliciter auprès de la MDPH, bon, d'une part, il y a le délai d'instruction qui est long et qui ne correspond pas à une temporalité liée à une dégradation rapide d'un état de santé, et puis qu'il faut quand même que la chronicité s'installe. Et voilà, ça ne répond pas à des problématiques de santé aiguës. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, comme on a vu là tout à l'heure, il y a 62% des aidants qui sont en situation d'activité professionnelle. Donc vous, Marion Corda, vous êtes assistante sociale et vous travaillez chez Responsage. Responsage qui est donc une structure qui propose à une centaine d'entreprises de mémoire d'intervenir auprès de leurs salariés aidants pour les soutenir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous aidez ces salariés aidants et comment va se décliner un petit peu les bénéfices de comment vont se décliner les bénéfices de votre intervention? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je suis assistante sociale chez Responsage. Donc le fondement de l'entreprise depuis 2013, c'est aussi s'attarder sur les proches aidants. Donc c'est vraiment le fondement. Dans un premier temps, du coup, nous on reçoit les salariés d'entreprise pour un soutien qui sera immédiat face à l'annonce de la maladie. Donc ça sera de l'écoute psychoactive dans un premier temps, de l'accompagnement social aussi. Une des tâches très importantes pour moi en tant qu'assistante sociale également, c'est de voir tout le contexte familial global, parce que généralement il y a des enfants aussi au sein de la famille. Donc en termes de soutien, c'est aussi indispensable. Ça va être réellement aussi l'aide à la reconnaissance du statut aidant, qui est très important, vraiment cette reconnaissance pour ces salariés qui pensent, comme on a pu le voir de par les témoignages, que les personnes ne sont pas forcément en souffrance, les aidants ne sont pas forcément en souffrance comparé à l'aidé qui, lui, est atteint de cancer et de maladies chroniques. Donc ça va être vraiment une des principales actions qu'on va mener, avec un soutien réellement psychologique, des orientations psychologiques aussi, tout en prenant en compte la globalité et la famille, du moins au sein du domicile, s'il y a. Dans un deuxième temps, on va réellement faire valoir les droits du salarié aidant, donc comme vous l'avez pu évoquer, le droit commun, les dossiers MDPH, les congés proches aidants, mais qui mettent énormément de temps, du coup, comme vous l'avez pu l'évoquer, suite à l'annonce de la maladie, qui est généralement dans l'urgence. Et principalement, nous, on va pouvoir s'appuyer sur des dispositifs d'entreprise. Donc, on crée des liens assez étroits avec certaines entreprises, pas toutes, avec les RH aussi. On fait du conseil également. Et on peut mettre en place aisément et de manière extrêmement rapide, en quelques jours, soit du télétravail à 100%, soit des dons de jours de la part des autres salariés. Et également, voilà, le fait de pouvoir... désolée, j'ai perdu le mot que je voulais dire, excusez-moi. Le fait de pouvoir adapter le temps de travail, voilà, tout simplement. Donc c'est vrai que certains RH, certaines entreprises sont très sensibilisées aux proches aidants. Donc c'est assez aisé de mettre en place ce genre de dispositif. Évidemment, ça ne suffira pas dans certains cas et les personnes vont parfois se mettre en arrêt maladie, ce qui arrive aussi également. Donc on est vraiment des médiateurs entre l'entreprise et le salarié pour aménager effectivement le temps de travail. Au-delà des droits communs, on travaille aussi énormément avec des associations, ce qui peut être parfois malheureusement compliqué, selon mon expérience, concernant les tâches administratives, de rentrer en contact avec les médecins qui s'occupent, le personnel médical qui s'occupe effectivement de l'aider, afin de remplir des attestations administratives, par exemple pour travailler avec la Ligue contre le cancer.
ce qui va être un parcours du combattant parfois, donc ce qui va épuiser d'autant plus l'aidant. Et nous par la même occasion. Voilà, entre autres, notre fonctionnement du coup au sein de Responsage et vraiment une petite aparté vraiment sur le conseil aux entreprises, vraiment sur les nouvelles mesures aussi. On met réellement, voilà, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Effectivement, on ne peut pas travailler avec tout le monde de la même manière, hein, tout le monde n'a pas les mêmes moyens aussi, mais le service interne entreprise handicap global est généralement très à jour et très au fait des dispositifs que nous pouvons mettre en place. Est-ce que vous constatez de la part des entreprises, lorsque l'aidant lève le voile sur la pathologie de la personne qui l'aide, est-ce que vous constatez une attention particulière par rapport aux aidants, aux aidants de personnes atteintes de cancer? Alors, encore une fois, effectivement, tout dépend des entreprises. Je dirais les grosses entreprises en règle générale. Oui, il y a vraiment... Parce qu'on fonctionne, nous, avec des statistiques aussi, des datas pour le cours. Donc, on fait remonter des chiffres, on fait remonter effectivement les politiques sociales, les souffrances, ce qui nous sert, nous, à faire du conseil et à pouvoir mettre en place effectivement des aides mobilisables. Donc oui, on sent que les entreprises ont une attention toute particulière face aux aidants. Et vous avez le sentiment que les aidants vous appellent, puisque là vous êtes vraiment identifié ouais. comme un service dédié aux aidants, aux salariés aidants dans les entreprises. Donc ouais. Est-ce que vous constatez que c'est, puisqu'on a quand même vu ce matin que les aidants ont du mal à se repérer déjà en tant qu'aidants, qu'ils ont également du mal parfois à demander de l'aide, est-ce que vous faites le même constat dans le cadre de vos activités? Alors, on voit qu'il y a un accroissement de la demande de la part des aidants, de fait qu'on propose aussi énormément de webinaires axés en ce sens. Du coup, les gens nous appellent, on sent qu'il y a un accroissement, mais qu'il y a une meilleure connaissance des droits également, mais que ça reste parfois assez compliqué. Mais oui, on a énormément... du moins, de mon expérience, oui, on sent effectivement que grâce à nos webinaires aussi, j'imagine bien, le fait de parler des proches aidants et de ce que nous pouvons leur apporter, les gens saisissent leur téléphone et nous appellent effectivement, et tout en respectant aussi la confidentialité. Donc oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Je vais vous donner la parole à Giovanna Marsico. Vous êtes directrice du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie. Et donc, on sait que c'est une question, on l'a vu là tout à l'heure, qu'effectivement la question de la douleur, c'est quelque chose d'important pour les aidants, la gestion de la douleur. Donc, il n'y a pas de plus grande douleur certainement qu'au moment de la fin de vie, où très certainement les patients, c'est là où ils sont aussi très souvent le plus douloureux. Est-ce que vous pouvez nous parler des missions de votre centre et comment vous allez accompagner les aidants face à cette dernière étape de la vie du proche qu'ils accompagnent? Merci beaucoup Dominique, merci beaucoup de cette invitation. Je suis très émue d'être ici, voilà, où j'avais commencé une carrière professionnelle en cancérologie il y a très longtemps. Donc, effectivement, je suis arrivée au Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie en début décembre, donc c'est tout récent. Le Centre national a été créé en 2016 avec une vocation de reconcentrer et réimpulser tout le panorama, l'organisation et la réflexion sur les soins palliatifs et la fin de vie, vraiment de tout le point de vue, avec un soutien important de la part du ministère, parce que le centre est sous l'autorité du ministre. Il a été renouvelé en 2022, donc tout récemment, avec des missions qui se sont élargies et enrichies. Et en particulier, donc, les missions du centre sont, d'une part, contribuer à une meilleure connaissance des soins palliatifs et de la fin de vie. Donc, il est centre de ressources avec tout un recueil de données épidémiologiques, statistiques, documentaires. Il est également observatoire et dans ce cadre d'observatoire, il mène des enquêtes pour évaluer la bonne organisation, la bonne mise en place de l'organisation des soins palliatifs et de la fin de vie en France. Et puis, il intervient, il contribue à la diffusion des dispositifs relatifs aux directives anticipées personnes confiance et tous les dispositifs prévus par les différentes lois, la dernière, Claes-Leonetti, en 2015. Et dans ce cadre, donc, il est centre de référence, donc il produit, on verra pour la suite, toute une série d'outils, de documents
à destination des usagers, à destination des proches et à destination du grand public et des professionnels. Et enfin, la nouvelle mission qui lui a été reconnue à partir du mois de janvier, il est également centre de dialogue, espace de débat, et donc il va contribuer à l'animation du débat sociétal sur la fin de vie. Donc on est avec l'équipe, et Perrine Galmiche qui est avec moi ici, on est vraiment très attachés aussi à cette nouvelle mission qui va remettre au centre les questions de la fin de vie, réouvrir et complexifier les questions de la fin de vie dans le débat sociétal, notamment en ce moment où on est en phase d'élections présidentielles et législatives. Pour être plus concret, donc qu'est-ce qu'il fait concrètement le centre pour les aidants et pour les personnes concernées, en sachant que bien évidemment en cancéro, beaucoup de progrès ont été faits depuis les dernières décennies, que la mortalité s'est réduite et il y a une chronicisation qui s'est installée, mais que malheureusement la mortalité existe toujours et que donc les personnes qui aident les personnes concernées, les malades, sont aussi obligées à faire face à cette période de la fin de vie qui peut être bien sûr très réduite, mais en fait peut durer aussi très très longtemps. Et justement, la logique est celle de pouvoir aider dans l'anticipation de cette fin de vie, d'être le plus précoce possible dans la réflexion sur la fin de vie pour pouvoir assurer la prise en compte des préférences des personnes et de ses proches. Donc le centre propose un MOOC, donc un dispositif de connaissance, d'information et formation à distance. Il propose toute une série de brochures, de publications, donc des infographies à destination du grand public, des infographies à destination des professionnels, un guide spécifique pour les aides des proches aidants. Il propose sur son site tout un tas de contenus, un portail dans lequel il est partenaire et alimentateur, un portail à destination des jeunes, donc des professionnels de l'éducation nationale et pour les parents ou les proches adultes de personnes jeunes qui sont concernées par la fin de vie d'un proche. Donc c'est le portail fin de vie, parlons-en. Non, c'est le portail La vie et la mort, on en parle, merci Perrine. Et puis la toute dernière proposition qu'on a mis en place tout récemment, ça a été publié, mis en ligne début mars, c'est la carte géolocalisée des ressources sur les soins palliatifs, donc les unités de soins palliatifs, les équipes mobiles de soins palliatifs, les lits dédiés soins palliatifs et les structures d'HAD qui sont donc sur notre site via cette carte géolocalisée et qu'on a mis en partenariat, on a créé un partenariat avec mon ancienne structure, le SPIS, le Service public d'information en santé, donc ils sont également sur le site santé.fr. Au-delà de ça, il y a un autre outil que je n'ai pas évoqué dans la présentation, mais qui pour nous est vraiment très très important, c'est la plateforme téléphonique. Cette plateforme téléphonique a vraiment vocation à prendre en compte, accueillir toutes les questions que les personnes concernées, les patients ou les proches peuvent se poser avec un service vraiment personnalisé. C'est-à-dire qu'il y a 3 personnes chez nous, dont Perrine ici présente, qui recueillent ces appels, qui passent du temps pour échanger avec les personnes, les informer, les aiguiller, les orienter, simplement les écouter parfois, et qui arrivent à dénouer des cas complexes. Nous, on est vraiment très, très attachés à cette plateforme, d'une part parce qu'elle offre justement ce service personnalisé, et puis parce qu'elle permet de réduire les fractures qui souvent se produisent auprès des populations qui sont parfois en dehors de l'accessibilité à Internet et à tous les outils qui nous donnent le web. Donc, on est vraiment très, très attachés à ça. Et puis voilà, puis vous êtes tous invités à regarder sur le site du centre pour pouvoir trouver les bonnes informations. Merci Giovanna. Alors, j'allais vous redonner la parole, justement, Morgane, puisqu'on a beaucoup parlé, on reviendra à vous par rapport au plan soins palliatifs, mais j'aimerais redonner la parole à Morgane, puisqu'on a beaucoup entendu parler des associations, du rôle important des associations dans l'accompagnement des aidants.
les difficultés que vous pouvez rencontrer par rapport à cet accès à ces associations, peut-être les connaître aussi, tout simplement. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose ? Je crois que c'est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur. Oui, tout à fait. Donc effectivement, quand on est aidant de proches cancer, il y a effectivement plusieurs associations qui peuvent être disponibles pour vous selon où vous allez habiter, selon le territoire. Effectivement, nous, on distingue deux grandes catégories. Il va y avoir à la fois les associations spécialisées dans le cancer. Donc évidemment, il y a la Ligue contre le cancer qui a toute une démarche auprès des proches aidants à travers différents outils comme l'accompagnement, la ligne d'écoute aussi, des groupes de parole, beaucoup d'informations également. Et puis, il y a des associations spécialisées sur certains types de cancers, cancer poumon, cancer du sein, cancer du rectum, par exemple. Donc ça, c'est la première catégorie. Et donc, on voit de plus en plus que ces associations spécialistes, soit du cancer en général, soit spécialisées sur un cancer en particulier, vont avoir une démarche tournée vers les proches aidants. Et ça, c'est super. C'est une vraie avancée par rapport à il y a quelques années. Et puis, la deuxième catégorie, quand on est aidant de personnes atteintes d'un cancer, c'est finalement ce que j'appelle les associations généralistes aidants. Et donc là, il y en a certaines qui font partie du collectif Je t'aide que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Et il y en a évidemment plein d'autres. Et qu'est-ce que vont faire ces associations d'aidants ? Il y a plusieurs dispositifs, donc effectivement dans les groupes de solutions proposées, il y a donc tout d'abord les lignes d'écoute téléphonique qui vont être un premier contact pour les aidants à distance, anonyme, gratuit, où souvent les personnes dans un premier temps vont évoquer leur situation et vont pouvoir être réorientées vers des accompagnements plus spécifiques. Donc les lignes d'écoute, les groupes de parole entre pairs, on a parlé des cafés des aidants, donc soit ça va s'appeler Café des aidants, groupe de parole entre pairs, le nom Café des parents, finalement le nom va changer, mais derrière, c'est la même solution. Des séjours de répit, effectivement aussi, des séjours de vacances où les personnes vont pouvoir partir avec leurs proches pour avoir justement gardé, et ça a été dit dans le baromètre présenté par Thierry Calva, garder aussi la qualité de la relation avec son proche, aussi s'accorder des moments de loisirs et de répit ensemble. Et puis enfin, il existe beaucoup d'accompagnement personnalisé dans les démarches administratives, de l'écoute et de l'accompagnement psychologique, et puis enfin aussi de la sensibilisation et de la formation, de plus en plus on se rend compte que les aidants, au fur et à mesure de leur expérience, vont développer des savoirs expérientiels et que ça peut être aussi intéressant dans ces formations ou ces sensibilisations de pouvoir savoir c'est quoi le répit, comment je gère ma culpabilité par rapport à mon proche, comment je garde une relation de qualité avec il ou elle durant l'entièreté du parcours. Donc pour conclure, à la fois les associations de cancer et les associations d'aidants sont là pour les 11 millions d'aidants et n'arrivent pas toujours à toucher leur cible puisque, comme on l'a dit, il y a toujours cette problématique de reconnaissance des aidants qu'ils puissent s'identifier comme aidants eux-mêmes. Merci. Giovanna, je pense que vous étiez très attachée aussi à nous expliquer un petit peu par rapport au 5e plan soins palliatifs, les avancées qu'on peut espérer au travers de ce plan pour les aidants. Oui, effectivement, j'étais très attachée simplement parce que ce plan qui a été lancé au mois de septembre, le 22 septembre dernier, est un plan qui permet l'investissement de 171 millions d'euros sur les soins palliatifs et la fin de vie. Donc, c'est quelque chose de particulièrement important. Ça veut dire que l'État a posé comme un jeu, celui de la fin de vie et des soins palliatifs, comme un jeu extrêmement important. Il lui donne les moyens pour améliorer, renforcer les droits des personnes et faciliter la prise en charge. Donc, ce plan, il présente 3 axes. Favoriser l'appropriation des droits en faveur des personnes malades et les personnes en fin de vie. Le deuxième axe est vraiment plus axé sur la formation et le soutien à la recherche. Et le troisième axe veut renforcer les parcours gradués de proximité. Je vois Fadila Farsi en face avec tout l'enjeu des réseaux, de la coordination entre l'hôpital et la ville. Et donc, le renforcement de la coordination du médecin de ville et l'accès à l'expertise. En ce qui concerne les aidants, c'est vraiment l'axe 1 qui est l'axe privilégié. Alors, au-delà des plans de communication, que d'ailleurs le centre portera un gros plan de communication sur les droits des personnes, l'incapacitation des personnes jusqu'à la fin de sa vie, il y a aussi un volet dédié vraiment aux aidants. On peut passer à la slide suivante.
un volet qui est dédié aux aidants qui vise au renforcement de la place des aidants et de leur formation. Pourquoi ? Parce qu'on l'a vu dans les témoignages précédents et puis dans l'expérience de chacun, l'aidant se retrouve à être tel, qualifié en tant que tel, d'abord en général de façon assez impromptue. Il n'a pas une formation spécifique, on ne lui donne pas les outils pour pouvoir devenir aidant, quel que soit son rôle, fils, père, proche, mari-femme. Et donc, il a besoin d'avoir des outils pour pouvoir prendre en charge ce rôle et le faire avec un impact le plus possible réduit sur sa vie et sur la vie de son proche. Donc, le plan, en ce qui concerne les aidants, il veut d'une part recenser tous les dispositifs existants sur l'information, la formation et l'accompagnement. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, mais elles ne sont pas forcément visibles. Il n'y a pas une photographie générale. Donc, première chose, repérer, cartographier l'existant. Établir un cadre national d'orientation vers les solutions de repli et d'accueil temporaire. Ça aussi, c'est quelque chose qui, en fonction des capacités de chacun, de l'entourage de chacun, ça peut arriver facilement comme information ou ça ne peut arriver jamais. Et puis renforcer la formation des bénévoles des aidants, cartographier les ressources en soins palliatifs, ça a été déjà fait avec la cartographie que je vous ai présentée tout à l'heure, et puis encourager les équipes mobiles de soins palliatifs à conventionner avec les associations de bénévoles, je regarde Morgane à côté parce que c'est une information qui peut être intéressante, pour pouvoir assurer cette implication et aussi cette capitalisation sur les dispositifs des uns et des autres. Donc voilà, c'était vraiment juste un saupoudrage sur ce plan, mais franchement, c'est vraiment très important que sur un plan de santé publique, un plan sur les soins palliatifs, il y ait un volet dédié complètement aux aidants avec des moyens à la clé. Et je tenais à le souligner. Merci beaucoup. Donc, moi, j'aurais plein de questions à vous poser, mais vu le temps imparti pour cette table ronde, j'aimerais savoir s'il y a des questions dans la salle, au moins une question, si on peut prendre une question, si quelqu'un a une question. Pas de questions dans la salle ? Non ? Bon. Oui, il y a une question. Pour responsable, donc est-ce que ça rentre dans les critères RSE, responsable sociétal des entreprises, la démarche que vous faites ? Excusez-moi, j'ai pas entendu. Est-ce que la démarche, l'intégration de responsable dans une entreprise, ça répond à la responsabilité sociétale des entreprises, les démarches RSE ? Par rapport, nous, à notre démarche, par rapport aux autres entreprises, je dirais que oui, en soi. Oui, pour le coup. J'ai pas d'autre chose à dire que oui, effectivement. J'ai aussi une question sur responsable, justement. C'est une structure, c'est financé comment ? Alors, on est une sorte de start-up. On est 18 salariés, en fait, si vous voulez. D'accord. Et on est une inter-entreprise. Donc, on a des contrats avec d'autres entreprises. C'est les contrats avec les entreprises qui vous font exactement. C'est une ESA. Exactement. Et en fait, si vous voulez, nous, on leur propose nos services, pour le coup, de travailleurs sociaux, d'assistantes sociales. Enfin, moi, étant assistante sociale, j'ai travaillé avant dans un TCS, j'ai travaillé à l'hôpital psychiatrique aussi. Enfin, voilà, on a exactement la même formation, sauf qu'on accompagne les salariés directement. C'est vraiment un dispositif d'entreprise. Merci. Vous faites le lien. Cancer Campus, on a créé pour faire un cluster en disant il y aura beaucoup de structures qui sont loin que de faire des médicaments ou des diagnostics. Merci, vous en êtes l'exemple. Je voulais juste à propos de ça faire un petit rebond sur toute cette population qui n'est pas une entreprise, qui est un libéral et qui, en général, se galère comme pas possible pour trouver des aides, qu'il s'agisse de la personne malade ou du proche. On avait vu à une époque, justement, Cancer Contribution avait organisé ce qu'on appelait à l'époque les IRL. On avait fait un sur le travail et on avait vraiment souligné cette problématique des personnes en situation libérale. Dominique, tu es très concernée par le sujet. Je pense que s'il y a un plaidoyer à faire, ce sujet-là est vraiment un sujet important.
Merci beaucoup. Ce sera la phrase de fin, puisque le temps qui nous est imparti est malheureusement terminé. Donc, merci beaucoup, mesdames, pour vos interventions. Merci Dominique. Merci à tous les intervenants. Vous avez bien utilisé votre temps. Bravo. C'était très riche aussi.